je le redis, la Cour des comptes a un fonctionnement collégial qui la prémunit de ces accusations en partialité, précisément. Voilà, elle ne sera pas toute seule. C'est une très mauvaise défense. Le président a une importance forte sur la Cour des comptes. Et il a notamment le pouvoir de nommer, par exemple, tous les autres membres de la Cour des comptes. On vous a entendu hier à l'Assemblée lancer cet appel solennel à Emmanuel Macron à renoncer à la nomination d'Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, à la tête de la Cour des comptes. Il ne vous a pas écouté puisqu'il l'a donc nommée ce matin en Conseil des ministres. Vous prenez acte ce soir de cette décision ? Je vous dis, oui, je prends acte. Maintenant, ça reste un vrai problème. Voilà. Qui est difficilement compréhensible parce que, comme j'ai dit hier, dans cette nomination, rien ne va. Amélie de Montchalin, alors c'est pas la personne, qu'on s'entende bien, même si je note qu'elle n'est pas membre du corps des magistrats financiers, il y a beaucoup de ses prédécesseurs qui l'étaient. Par exemple, son prédécesseur, parce qu'on oublie de le dire souvent, mais président de la commission, la Cour des comptes, pardon, vous êtes juge, d'accord ? Donc c'est pas seulement avoir des compétences en termes de finances publiques, c'est pas un ministre qu'on élit, c'est un juge. Voilà. Et donc ça, par exemple, cette compétence-là, elle ne l'a pas. Mais d'autres ne l'ont pas eue, donc c'est pas rédhibitoire. Et elle a d'autres compétences, vous le reconnaissez ? Oui. On peut le dire tout de suite ? Pas de problème. Mais ce qui s'accumule et qui ne va pas, c'est que, théoriquement, la Cour des comptes, c'est une institution, aujourd'hui, pas théorie, d'ailleurs c'est la réalité, c'est une des institutions aujourd'hui qui est appréciée des Français, qui n'est pas remise en question, et qui n'est pas remise en question par les politiques sur les rapports qui sont présentés. La quatrième appréciée dans les différentes institutions, la Cour des comptes. Pourquoi ? Parce qu'elle est indépendante, impartiale, elle doit se défendre de tout conflit d'intérêts, et sur ces trois choses, non pas la personne, mais on voit bien qu'Amélie de Montchalin, il va y avoir sans arrêt des interrogations. Sur son impartialité et sur son indépendance, elle est ministre encore aujourd'hui. Elle a été nommée par Emmanuel Macron, donc elle va tout de suite devenir présidente de la Cour des comptes. 23 février. Voilà. Le moins qu'on peut dire, c'est que la proximité est vraiment très proche. Il y a eu des cas précédents, mais c'était Jox et c'était Séguin. Excusez-moi, mais en termes de carrière politique faite, et donc du coup d'indépendance, y compris par rapport à ceux qui l'ont nommé, de légitimité, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'avait pas été élu en plus, et qui était tout juste ministre. Et puis il y a un vrai problème, c'est qu'elle devient présidente du Haut Conseil des finances publiques, qui donne un avis sur les budgets, très important. Et elle va donner un avis sur le budget, elle le dit elle-même, qu'elle est déjà en train de préparer. Enfin, vous voyez bien que tout ça n'est pas possible. Il y a un code de déontologie, une charte de déontologie des institutions financières qui existe, avec des articles très précis sur l'impartialité, l'indépendance. Les conflits d'intérêts, par exemple, je vous le cite juste, qui dit que on doit s'abstenir de prendre part à des investigations indélibérées concernant un organisme dans lequel elles détiennent ou ont détenu dans les 3 années précédentes des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Elles n'interviennent d'aucune manière sur un organisme ou un service où elles ont exercé des responsabilités au cours des 3 dernières années. Mais enfin, comment va-t-elle faire pour contrôler les comptes de la nation et de l'État avec ça ? Donc vous voyez bien que c'est incompréhensible, si ce n'est de vouloir cadenasser quand même au fur et à mesure, avant son départ en 2027, les institutions indépendantes. Elle va probablement se déporter sur un certain nombre de sujets. On va écouter... Mais c'est tous les sujets. Oui. Alors on va écouter quand même Parole à la Défense, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui défend la nomination d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Il nomme des femmes et des hommes compétents. Amélie de Montchalin est, et vous le savez, profondément compétente. Elle l'a amplement démontré. Par ailleurs, je le redis, la Cour des comptes a un fonctionnement collégial qui la prémunit de ces accusations en partialité, précisément. Voilà, elle ne sera pas toute seule. C'est une très mauvaise défense. Oui, parce qu'elle est en train de dire, rassurez-vous, finalement, c'est pas vraiment la présidente, quoi. C'est une collégialité. Bon, alors, elle connaît mal. Alors, soit elle feint, soit elle connaît mal, et c'est vraiment grave, pour la porte-parole du gouvernement, la manière dont fonctionne la Cour des comptes. Le président a une importance forte sur la Cour des comptes. Et il a notamment le pouvoir de nommer, par exemple, tous les autres membres de la Cour des comptes. C'est lui qui les nomme. Bon, donc vous voyez bien ça lui donne c'est un pouvoir, c'est pas juste un animateur, c'est un pouvoir structurant sur cet épisode, notamment du Haut Conseil des finances publiques. Et j'ai oublié de rajouter quelque chose tout à l'heure, mais qui est quand même problématique. C'est que, et d'ailleurs qui à mon avis appelle à des changements constitutionnels, c'est que c'est
Elle est inamovible jusqu'à 68 ans. Alors, justement. Elle a 40 ans aujourd'hui. Il y a, dans les critiques qui ont fleuri, deux choses elle a 40 ans et elle est inamovible. Et même si on dit que c'est la première fois que c'est une femme et que c'est une femme jeune, en quoi c'est un problème? Parce que l'inamovibilité n'est pas faite pour lui garantir la sécurité de l'emploi jusqu'à la fin de ses jours, mais pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas être punie si elle se tenait mal ou si elle faisait quelque chose de partisan. Donc finalement, cet argument-là, est-ce que c'est le plus adapté? C'est un argument adapté parce que, en fait, comme toute présidence, en théorie, il devrait y avoir quand même une durée de temps. Il n'y a pas de raison, par exemple, que le président de la Cour des comptes puisse siéger 27 ans, où il a décidé de... alors que, par exemple, le président de la République ne peut le faire que 2 fois 5 ans. Il n'y a pas vraiment de raison. Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi on ne s'est pas inquiété du problème? Pour qu'il soit, justement, indépendant. Et qu'on ne puisse pas le virer. Oui, mais Nathalie Saint-Christ, c'est aussi parce qu'en général... En réalité, jusqu'à maintenant, c'était tout le temps des gens qui étaient justement en fin de carrière politique. Et qui donc, on pensait qu'à partir de là, ils avaient l'expérience et ils avaient surtout l'indépendance. Et du coup, on ne s'est jamais posé de problème parce que le plus jeune, c'est Didier Migaud, 58 ans, donc il siège 9 ans. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un problème parce que c'est pas sain. Dans n'importe quelle institution, c'est pas sain, à mon avis, de siéger pendant 27 ans, d'avoir ses pouvoirs pendant 27 ans. Donc, on ne va pas lui faire payer le fait d'être jeune. Non, on ne va pas lui faire payer le fait d'être jeune, mais du coup, ça pose le problème qui ne s'était jamais posé jusqu'à maintenant, de savoir s'il ne faudrait pas, à partir du moment où il y a cette situation, le borner dans le temps. Par exemple, on pourrait imaginer que c'est la même limite que le président de la République. C'est une question qui se pose. Et il y a une deuxième chose qui s'exprime, parce que jusqu'à maintenant, au moins à la Cour des comptes, tout à l'heure je vous entendais parler, c'est vrai qu'il y a eu des interrogations sur le Conseil constitutionnel. Mais ça n'a jamais été. Les personnalités qui ont été nommées à la Cour des comptes n'ont jamais trop été contestées. Regardez bien, y compris, etc. Là, elle l'est, pour les raisons que j'évoquais. Alors peut-être qu'on devrait faire en sorte que, comme les autres présidents d'institutions, le Parlement ait son mot à dire. Une audition, comme c'est le cas. Oui. C'était le cas pour Richard Ferrand. Absolument. Là, c'est la seule institution où ma commission, par exemple, qui est celle qui est appelée au fond, n'a même pas son mot à dire. Donc on voit bien que la nomination d'Amélie de Montchalin pose ces deux questions-là et je pense que ça nécessite des changements constitutionnels. Juste avant d'aborder un autre sujet, vous considérez que c'est du verrouillage ou du recasage? Parce que c'est pas la même chose. Marine Le Pen pense, elle, par exemple, que c'est quelque chose qui pourrait peser, c'est-à-dire qu'en gros, pour limiter ce qui peut se produire en cas d'alternance, il faut mieux mettre des gens fiables. Qu'est-ce que vous redoutez clairement? Non, je pense pas que ça soit du recasage pour Madame de Montchalin. Parce que vous l'avez dit, même si je la combats politiquement, mais je l'ai dit moi-même. Elle n'est pas magistrate, elle n'est pas fonctionnaire, mais elle est compétente. Bref, donc je ne pense pas que ça soit un problème de recasage. Par contre, de verrouillage au fur et à mesure. Et on va voir ça va être intéressant, parce que vous savez que le gouverneur de la Banque de France a démissionné. Ça, Emmanuel Macron n'est pas derrière sa démission. Non, il n'est pas derrière. Mais par contre, se murmure le nom d'un très proche. Emmanuel Moulin. Et voilà. Donc on va voir qui est nommé. L'actuel secrétaire général de l'Élysée. Si ça continue à se succéder comme ça, oui, là, on pourrait estimer qu'il y a un verrouillage en cours. Et c'est aussi. Mais verrouillez comment? Si vous arriviez au pouvoir, qu'est-ce qu'elle peut faire contre vous, Amélie de Montchalin? Ou si c'était vous, Bardella Le Pen ou Jordan Bardella? Je vais vous dire, elle est très anglais. Je suis bien payé pour le savoir. J'étais en face d'elle. Orthodoxie financière, oui. Elle est très anglais sur une orthodoxie financière, qui a évidemment son importance quand vous êtes à la Cour des comptes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle l'exerce de manière pugnace, si vous voulez. Je veux dire, ça se voit pas trop avec ce budget-là. Vous trompez. Vous n'avez pas été à côté d'elle au banc pendant des semaines, parce que je peux vous assurer que même en termes de mauvaise foi, et pourtant j'ai dit du bien d'elle aussi, elle peut être redoutable. Donc moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que ça va être une certaine vision des comptes, une vision de l'orthodoxie qui est installée de manière forte pour les années à venir. Peut-être qu'après tout, Emmanuel Macron se dit qu'il prépare 2032. Alors, il y a cette critique qui consiste à dire qu'Emmanuel Macron place des proches à la tête des institutions. Bon, c'est la Constitution aujourd'hui qui lui donne ce pouvoir. Si demain, vous arriviez au pouvoir, vous renonceriez, vous, à disposer de ce pouvoir de nomination? Ah non, mais moi, je demande à personne vous avez entendu, je pense qu'il serait sain que le seul, ou la présidente où il n'y a pas d'avis de l'Assemblée, il y en ait un. Donc vous proposeriez une réforme qui irait dans ce sens. Oui, je pense que ça serait bien au minima consultation des assemblées pour les nominations absolument. importantes. Je pense que c'est nécessaire et au moins ça met un petit cliquet. Et au fond, quelle est votre principale inquiétude? La future qualité et l'indépendance des rapports de la Cour des comptes ou le regard
que l'on pourra porter sur ces rapports? Alors oui, en partie peut-être, selon la manière dont elle pèse et selon les personnes qu'elle nomme, ça a beaucoup d'importance, hein, une certaine partialité, y compris des avis sur ses propres budgets, je l'ai dit, c'est quand même très compliqué. Comment voulez-vous avoir un avis impartial? Vous pouvez être la personne la plus extraordinaire du monde sur le budget que vous êtes en train de préparer, c'est compliqué. Et or, l'avis du Haut Conseil des finances publiques pèse beaucoup. Il y a même des demandes pour qu'ils aient encore plus de pouvoir, d'ailleurs. Bon. Donc là, par exemple, ça, c'est un exemple. Et sinon, j'ai un peu peur, effectivement, qu'au fur et à mesure... Il y a eu plusieurs rapports qui ont déplu au gouvernement récemment, il faut le savoir aussi. Sous Moscovici. Oui, vous avez eu un rapport, par exemple, sur le pacte Dutreil. Absolument terrible pour le pacte Dutreil, qui est, en gros, une niche fiscale pour faciliter la transmission des entreprises sous couvert familiales. De vouloir transférer... ça pourrait favoriser la transmission de biens. On s'aperçoit qu'en réalité, c'est assez marginal. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Cour des comptes, et que c'est surtout une machine à permettre de transférer des héritages avec beaucoup moins d'impôts. Bon, il y en a eu une autre là récemment sur le nucléaire, par exemple, aussi assez terrible pour le programme RTE. Bon, je me dis que c'est peut-être une manière aussi d'essayer un peu de cadenasser les choses.